Bonjour, je m'appelle Pierre Guinaud, je travaille sur Dijon et je vais finalement vous parler du monitorage, mais au travers du choix de la technique d'anesthésie entre générale et anesthésie, j'ai marqué loco-régionale sédation, pour pouvoir en fait initialement comprendre est-ce que vaut mieux une anesthésie générale, une anesthésie loco-régionale, sachant que je vous expliquerai mon point de vue à la fin, qui est probablement un peu différent du vôtre, quelle modalité de monitoring, quelles sont les recommandations et conclure. Je reviens, ça a déjà été présenté, mais finalement là, ce topo, on parle de TAVI, ça n'intéressera que la voie fémorale, parce que ça reste la principale voie d'utilisation, et on voit maintenant c'est plus de 90% des cas. Donc, quand on regarde déjà, on s'intéresse, il y a un grand débat, AG, anesthésie locale, sédation. Quand on regarde la littérature sur un plan scientifique pur, elle est pauvre. Elle est pauvre, il y a une étude randomisée, faite par des anesthésistes, et le reste, ce sont que des bases de données. Et je pense qu'on ne regarde pas la bonne chose. Et en plus, sur le plan temporel, on s'intéresse à des premières études. Pour avoir vécu le début à Bichat, c'était compliqué, c'était lourd, tout le monde avait peur, on était peut-être dans l'excès de traitement, et voilà. Et par rapport à ça, on verra tout à l'heure. Donc la seule étude randomisée qu'on ait, c'est une étude qui a été publiée en 2016. Et bizarrement, elle s'est intéressée plutôt à l'aspect neurocognitif. Elle avait pris 66 patients qui avaient été randomisés en deux groupes. Un groupe anesthésie générale avec du propofol et du rémifentanil, guidé par le BIS, et un groupe sédation où on faisait une anesthésie locale et une sédation aussi guidée par le BIS avec du propofol et du rémifentanil. Et on essayait de regarder le NIRS et on faisait des tests neurocognitifs. Je vous montre là juste le résultat du critère de jugement principal, où en fait sur le NIRS cérébral, il n'y avait aucune différence. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais quand on regarde finalement un peu plus en profondeur cette étude, on va regarder en fait à ce qu'ils appellent les événements, les adverse events, qui sont finalement la douleur, la bradypnée, la désaturation. Mais on se rend compte dans cette étude que dans le groupe qui a une sédation, il y a plus d'événements de ce type, c'est-à-dire qu'il bouge, il y a de l'inconfort, on augmente les sédations, il désature. Et quand on regarde sur le plan de l'oxygénation, effectivement dans le groupe c'est en bleu, en anesthésie générale, ils ont une meilleure PaO2, ils sont intubés, ils sont ventilés, mais dans le groupe sédation, ils ont une PaCO2 qui est un peu plus augmentée avec une petite acidose respiratoire. Et pour revenir finalement au débat des vasopresseurs qu'on retrouve sur toutes les études observationnelles, eux, ils ne retrouvent aucune différence en termes hémodynamiques et d'utilisation de vasopresseurs entre ces deux. Alors, l'étude n'était pas construite pour ça, mais c'est la seule étude randomisée qu'on est dans ce cadre. Maintenant, qu'en est-il par rapport aux anesthésies loco-régionales? Je ne vais pas vous reprendre toutes les études. J'ai remis une méta-analyse qui a déjà été présentée 10 fois depuis ce matin, et donc qui a comparé anesthésie locale, loco-régionale versus anesthésie générale. Comme on le sait, en termes de mortalité, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai regardé en termes de pacemaker, parce que, je ne sais pas, ils trouvaient une différence en faveur de l'AG. Donc voilà, quand on fait une AG, il y a moins de pacemaker. Sur les AVC, ils ne trouvaient pas de différence. Sur les pneumopathies, ils trouvaient une différence. Et sur la durée de séjour, ils trouvaient aussi une différence en faveur de l'anesthésie locale. Ce que je retiens, moi, et je mettrai un peu plus de modération, c'est qu'on reste sur des études observationnelles, rétrospectives la plupart du temps, qui n'ont pas été designées pour ça. Et en plus, dans le temps et dans l'évolution, le TAVI de 2011, ce n'est plus le TAVI de 2018, ce ne sont plus les mêmes patients, ça a déjà été présenté. Je pense que donc il faut repartir sur des bonnes bases, et on reste dans le débat qu'il y a eu un peu avec la chirurgie carotidienne, AG versus AL. Et je pense que par rapport à ça, il faut plus s'intéresser à la qualité de soins et au bien-être du patient, et que c'est effectivement un travail d'équipe. Donc maintenant, quel monitoring? Finalement, quand on fait une anesthésie générale, je pense qu'il faut rester dans le less is more, simple. C'est-à-dire qu'il y a eu de tels progrès techniques, que la technique est bien maîtrisée par les cardiologues, que finalement, une anesthésie avec une surveillance standard d'un scope, d'une PNI, on peut se poser la question du BIS, est suffisant dans la plupart des cas. Moi, c'est ce que je fais quand je fais un TAVI fémoral avec anesthésie générale. Peut se poser la question d'un monitorage hémodynamique avec une optimisation. Si on regarde bien, mortalité autour de 2%, ça fait un risque intermédiaire, puisque c'est entre 1 et 5%. Donc, si le patient a vraiment des comorbidités, on peut, je pense, se poser la question d'un monitorage hémodynamique non invasif pendant la procédure.
À titre personnel, je ne le fais pas, mais c'est une question qui peut se poser pour l'optimisation du patient, puisque ce sont des patients qui le méritent. Maintenant, en ce qui concerne la sédation avec l'ALR. Finalement, je me suis basé, et je pense qu'on a des recommandations de la Société européenne, qui finalement répondent bien dans le cadre de la sédation et l'analgésie, et qui nous dit qui doit bénéficier. Quand on regarde, ce sont des recommandations de bon grade, et finalement on se rend compte que dès que le patient il a des antécédents cardiovasculaires, un syndrome de l'apnée, une obésité, une insuffisance rénale, eh bien, il doit être évalué par un anesthésiste, et il doit être pris en charge par un anesthésiste. Voilà. Comment ? Finalement, il déroule plein d'items, mais finalement, c'est un monitorage qui est celui qu'on fait, nous, au bloc opératoire. C'est un monitorage de la saturation, de la PNI, de la capnie, c'est un monitorage simple. Maintenant, qu'est-ce qui doit venir et après ? Puisque finalement, on les a pris en charge. Eh bien, ils doivent être suivis dans un soin de réhabilitation, c'est-à-dire une salle de réveil ou un soin continu. Et ça, il doit avoir absolument, comme on en a discuté, puisqu'on utilise des produits anesthésiques, une surveillance derrière, ça fait partie de la qualité. Et je pense que finalement, il faut s'appuyer sur ces recommandations qui sont européennes et qui sont là pour nous aider, et que dans ce cadre-là de la sédation avec l'anesthésie locale, ça doit être, comme on le dit, le débat, c'est de savoir si le médecin anesthésiste est là ou pas, et pas à la volée, mais s'il est là, on respecte les règles du jeu avec une évaluation préopératoire, une surveillance péropératoire, et du coup un parcours de soins. Donc j'ai synthétisé ça à peu près simplement, et j'ai rajouté un petit point sur l'analgésie. On peut faire effectivement, et c'est ce que montre l'enquête, dans le cadre d'une anesthésie générale, des infiltrations analgésiques avec des anesthésiques locaux de longue durée d'action, ce qui est intéressant. Je pense que si on part sur une anesthésie locale ou loco-régionale avec une sédation, il faut peut-être utiliser un capnomasque et quand même monitorer, surveiller les fractions inspirées et expirées en CO2. On l'a vu dans la seule étude randomisée, effectivement, c'est ce qu'ils retrouvent, des gens qui hypoventilent, parce qu'ils sont endormis. Sur les produits utilisés, je n'ai pas de préférence. Je pense que chaque anesthésiste, c'est un peu comme chaque cuisinier. On sale plus ou on poivre plus. Le Dexdor aurait un avantage. À titre personnel, je ne l'ai jamais utilisé dans cette indication. Je pense qu'il y a des centres qui l'utilisent. Et ensuite, je pense que pour la technique d'anesthésie locale, personnellement, je fais des blocs. La problématique, c'est qu'effectivement, on est sur une région qui n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que ce sont plusieurs nerfs, et donc c'est compliqué parce que selon le niveau de ponction, on est pris, on n'est pas pris. Donc quand on regarde la littérature et ce que font les gens, il y a du tap-bloc, il y a de l'ilio-inguinal, il y a de l'ilio-hypogastrique, il y a du 3 en 1. Moi j'ai connu des centres où on faisait aussi du fémoral pour pas qu'il y ait de contraction du quadriceps pour aider les cardiologues, mais c'était au début. Sinon il y a des infiltrations. Et vous voyez que cette région, c'est un peu compliqué, c'est de l'ilio-inguinal, le génito-fémoral, c'est un peu tout. Et donc, je pense, c'est pour ça que j'ai mis en gras, le TAP, il est simple, tout le monde le connaît maintenant, on a un appareil d'écho. Par rapport à tout ce qui est anti-agrégation, anticoagulation, en toute sincérité, pour travailler en chirurgie cardiaque et faire des blocs de paroi dans tous les sens, où on fait des grosses doses d'héparine, on n'a pas de soucis, donc je ne vois pas pourquoi, dans le cas du TAVI, on aurait des soucis. Et je vous montre cette étude qui a comparé, alors pas de manière randomisée, mais dans la chirurgie ilio-inguinale, les blocs ilio-inguinaux et hypogastrique versus le tap bloc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous regardez donc en bas à gauche votre diagramme, c'est que les scores de douleur sont équivalents. Donc les deux techniques, tap et ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, sont équivalentes. Mais si vous regardez le tableau, ce qui montre, bon, je pense que la pertinence clinique est faible, c'est que dans le groupe ilio-inguinal, il consomme 1 mg de plus, c'est significatif, de morphine que dans le groupe TAP. Donc ils ont conclu dans ce travail que le TAP est supérieur à l'ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. Donc ça reste une bonne alternative. On est à distance du site opératoire entre guillemets, et ça peut nous offrir une bonne analgésie, anesthésie. Donc en conclusion, moi je ne vais pas trancher AG ou sédation ALR, je pense qu'il faut l'adapter aux équipes, aux patients,
parce qu'il y a des patients, effectivement, qui sont très anxieux, qui ne vont pas supporter, et on fait tous les jours de l'ambulatoire avec de l'anesthésie générale chez des patients de 80 ans. Et je pense que ça n'empêche pas de faire de l'ambulatoire. Et je reprends l'exemple de la chirurgie carotidienne. On n'a jamais réussi à démontrer la supériorité de l'un ou de l'autre dans des études bien conduites, randomisées. Pour l'anesthésiste, je pense qu'il est important de connaître les complications. Il faut savoir sur quoi il va falloir intervenir et comment, et avoir une réactivité avec l'équipe cardiologique, chirurgien. Le monitorage devra être, en tous les cas, adapté aux patients, en respectant premièrement les règles de bon usage, mais en étant adapté à ses comorbidités et à la technique et à l'équipe avec laquelle on travaille. Si on fait une sédation, je pense que le monitorage, c'est la seule chose sur laquelle j'insiste, peut-être de la capnie et de la FiO2 sont les choses les plus importantes. La profondeur de l'anesthésie avec un bis, c'est comme chacun veut, mais dans tous les cas, ça doit respecter les recommandations européennes de la Société d'anesthésie. Si on intervient, si on le fait, on respecte ces recommandations en faisant une évaluation préopératoire avec une consultation d'anesthésie, en les voyant en VPA, en les prenant en charge au bloc et en les faisant passer en salle de réveil ou en soins continus s'ils vont en soins de cardiologie, puisque ça peut être assimilé à une salle de réveil. Et c'est basé sur une coopération. Je pense que ça, c'est le plus important. On ne prend pas le temps de discuter. Et c'est peut-être le plus important. Merci. Merci. Merci Pierre Grégoire pour ces précisions, ces rappels par rapport aux recommandations. Et ça aussi, il fallait le faire. Et je pense que tu as bien éclairé le débat. Très intéressante présentation. Vous avez des questions ? Oui, là-bas. Elle a le bras qui s'est levé. Elle court. Bonjour, moi je me pose la question sur le monitoring. Sur tout l'état vie, je mets un KTA parce que j'ai l'impression que les cardiologues s'oublient un peu pendant qu'ils font leur procédure. Ils sont très concentrés et ils font des gestes qui amènent la tension à chuter pendant un certain temps. Ils arrêtent, ils recommencent, ils arrêtent, ils recommencent. Et parfois sans attendre du tout que le patient ait repris un peu une tension un peu correcte. J'ai compris que vous ne faisiez pas ça, donc je me demande si je vais trop loin, si il faut que je ferme les yeux sur ces instants où le patient a 5 de tension, ou Non, mais c'est le grand débat de la mesure invasive de la pression artérielle. On le faisait au début systématiquement. Moi, je considère, je suis avec une équipe c'est vrai que je ne vis peut-être pas ça, ou je ne le vois pas, mais ils vont bien. Et une mesure non invasive me paraît suffisante. Après, on peut demander aux cardiologues d'accéder à leur voix. Hein. Je veux dire, moi, c'est ce que je fais. Par exemple, quand il s'agit d'administrer une amine, je veux dire, on a une veine qui est cathétérisée et une artère qui est bien cathétérisée. Donc, je veux dire, on y a accès. Oui, mais bon, quoi. Tout est cathétérisé. Donc, j'ai vraiment fait... Voilà, c'est personnel, je ne vais pas imposer, je respecte certaines choses, mais sur ça, moi, less is more, quoi. Je veux dire, et je pense que c'est aussi ce qui, dans les études, au début, comme on a sorti la technique, c'était normal, c'était une technique qui était débutante de chirurgie cardiaque. Donc, je me souviens, moi, quand j'ai commencé, j'étais en interchu à Bichat, et c'était le cathé central, l'artère, c'était très lourd, on les remplissait comme des outres, pareil. Voilà, maintenant on est quand même sur une technique qui a une maturité, qui a un niveau de complication qui est faible. Moi je trouve que, voilà, j'en ai pas besoin, parce que probablement j'en ai pas besoin. Si effectivement vous êtes avec peut-être des intervenants qui ont une courbe d'apprentissage, ou qui... Voilà. Je le considère pas comme étant le standard du monitorage chez un patient à qui on fait un TAVI par voie fémorale. Ok, maintenant les questions très courtes, réponses très courtes, parce qu'il faut passer à la dernière présentation. S'il y a une question encore. Très rapide commentaire. Okay. À Bordeaux, en fait, vu qu'il y a un abord artériel, il nous passe à chaque fois une ligne et on monitore l'artère sur la ligne des cardiologues. Oui, c'est très bien. À chaque fois, ça simplifie la chose. Il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Pierre Grégoire. Merci à vous.